Quel avenir pour l'investissement durable ou responsable dans les années à venir? C'est la thématique qui va nous animer aujourd'hui, en lien notamment avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis, qui est d'ailleurs sorti des accords de Paris quelques jours après son élection, qui ne cache pas son envie de relancer l'économie américaine en lien notamment avec l'industrie pétrolière. Donc qu'en est-il de l'investissement durable dans les prochains mois ou les prochaines années? Une question que nous allons aborder aujourd'hui avec Kelly Hébert. Bonjour Kelly Hébert. Bonjour. Vous êtes directrice générale France mais aussi Belux et également responsable mondial du développement de l'offre durable chez M&G Investment. Peut-être une question très large pour commencer. Comment est-ce qu'on aborde ce début d'année en matière d'investissement durable avec autant de changements en si peu de temps, que ce soit en lien avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis qui effectivement donne plus que l'impression, montre qu'il a envie de reculer sur un certain nombre de sujets. Avant ça, des sociétés de gestion qui étaient sorties de l'Alliance Net Zéro en anticipation donc de la politique de Donald Trump. On a l'impression que l'investissement durable n'a plus le vent en poupe au niveau politique en tout cas. Oui, complètement. Ça marque un gros recul et c'est clairement une mauvaise nouvelle, l'élection de Trump. Mais ça reste à nuancer. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, ça va marquer un contretemps et un ralentissement du développement des enjeux climatiques. D'accord. En fait, si on regarde ce qui s'est passé notamment sous son premier mandat, finalement, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont pris jour entre 2016 et 2020. D'accord. Dans ces grandes initiatives et qui touchent notamment l'industrie financière, il y a le Climate Action 100+, qui sont les plus gros investisseurs dans le monde, qui se regroupent autour des 100 plus gros émetteurs, donc principalement des industriels en termes d'émissions carbone, et qui font un travail d'engagement pour essayer de leur faire changer leur trajectoire carbone. Cette initiative a pris jour sous le premier mandat de Trump. D'accord. Une deuxième initiative qui est aujourd'hui très utilisée par toutes les entreprises, notamment cotées en bourse, c'est le SBTI, le Science Based Target, qui est le fait que les entreprises acceptent une vérification externe de réduction de leurs objectifs CO2. Ça a pris jour en 2015, mais beaucoup de sociétés, notamment américaines, ont accepté de jouer le jeu sous le premier mandat de Trump. Donc, il y a un peu de provocation derrière tout ça. Il faudra voir ce qui se passe réellement dans la pratique. Économiquement aussi, il y a eu des résultats très concrets pour la transition énergétique lors de son premier mandat. Son premier mandat, le solaire, a été en très forte croissance, plus de 30%. L'éolien, c'est plus de 70% de croissance entre 2016 et 2020. Et les ventes de voitures électriques ont doublé sous son premier mandat. Alors, à l'heure actuelle, pour les voitures électriques, on ne se fait pas trop de soucis quand on voit effectivement l'un de ses plus proches soutiens. En revanche, sur l'éolien, il a quand même eu des paroles assez dures sur le fait de relancer l'industrie pétrolière avec son fameux drill, baby drill. Là aussi, on comprend un petit peu la tendance. Et puis Donald Trump, quand même, concrètement, est sorti des accords de Paris. Donc, ça montre que peut-être qu'il peut aller plus loin qu'il l'avait fait lors de son premier mandat aujourd'hui. C'est vrai. Si je reviens sur le drill baby drill qui terrifie un peu tout le monde, je viendrai le nuancer également avec le fait que on n'a pas un président qui va décider de l'offre mondiale du pétrole. Et très clairement, il va dépendre de la demande du pétrole et le prix du baril va dépendre de la demande mondiale. D'accord. Donc c'est pas Trump qui va décider tout seul sur ce sujet-là. Ce que vous dites, c'est qu'ils auront beau forer, s'il n'y a pas plus de demandes, ça ne servira pas à grand-chose et économiquement, globalement, ça n'aura pas de sens, c'est ça ? Exactement. Donc il faut espérer que ça vienne d'ailleurs des États-Unis, c'est ce que... Oui, et entre-temps, il faut regarder surtout... on a en face de nous un commerçant, donc il va regarder ce qui se passe économiquement. J'ai nuancé la trajectoire de Trump sur les enjeux climatiques par son premier mandat, mais maintenant, si on s'intéresse à ce qui pourrait se passer sur ce deuxième mandat et jusqu'où il pourrait aller en termes de ralentissement sur ces sujets climatiques, encore une fois, la première chose à regarder, c'est l'IRA. C'est l'Inflation Reduction Act qui a été voté sous Biden en 2022 par les deux chambres. C'est un plan de 500 milliards pour booster les investissements en infrastructure et en technologie verte. Si on regarde comment ce programme est déployé, c'est déjà des centaines de milliards d'investissements concrets, des créations d'infrastructures et d'emplois, et donc du coup qui viennent déjà booster la croissance. D'accord. Donc
revenir là-dessus, pour Trump, ça serait tuer des emplois et peut-être venir toucher à des points de croissance. Si ce plan, actuellement, a créé des emplois, principalement dans les États républicains, 80% des infrastructures qui ont été créées sous l'IRA sont dans des États républicains, avec notamment le Texas, qui en a beaucoup profité et qui, je crois, a la moitié du parc éolien américain. Donc, pour Trump, l'enjeu est tout à fait politique lié à l'IRA. En plus, c'est inscrit dans le code fiscal américain pour 10 ans. Donc, il serait obligé de faire passer un vote à la Chambre, au Congrès, pour pouvoir revenir en arrière. Donc, en termes de probabilité... Pas trop d'inquiétude de ce côté-là, si pas trop d'inquiétude. D'accord. Ça, c'est pour effectivement l'IRA, mais alors sur d'autres thématiques, en fait, on a quand même l'impression, alors même si de nombreux experts nous disent, par exemple sur un autre sujet, sur les droits de douane, qu'il y a effectivement les déclarations, la négociation, puis la réalité, et que finalement la réalité n'est pas si différente de celle qui était avant le début des déclarations. Mais quand même, ça donne un contexte, ça donne un cadre pour des professionnels de l'investissement sur les entreprises à choisir, sur celles qui vont potentiellement bénéficier ou non de décisions politiques qui changent un petit peu la donne. Oui, absolument. Ce qu'on va voir sous ce deuxième mandat, c'est clairement, notamment sur les sociétés américaines, potentiellement une volonté de moins travailler en collaboration. Donc tout le travail d'engagement qui est fait par les gérants, notamment actifs, comme nous pouvons l'être chez M&G Investment, on peut s'attendre à avoir des entreprises qui ont moins envie d'échanger avec nous de ce côté-là, qui refusent par exemple d'avoir une vérification externe de leur trajectoire carbone. Donc de ce côté-là, on peut clairement s'attendre à un recul. Encore une fois, les sociétés américaines qui sont cotées, parce que c'est principalement elles qui seront concernées et qui pourront faire un peu de clientélisme avec Trump, ont une base d'investisseurs qui est mondiale. Et il va y avoir un vrai décalage avec les attentes qu'elles vont pouvoir retrouver de leurs investisseurs européens. En Europe, je pense qu'on a une chance de pouvoir marquer un leadership très clair sur le durable, et on voit pour l'instant aucune société, aucun gouvernement qui vont faire machine arrière sur l'ESG. Donc le fait que les sociétés cotées aient une base très diversifiée d'investisseurs, ça devrait quand même limiter la capacité de certaines entreprises américaines à faire complètement machine arrière sur ces sujets-là. Et encore une fois, aux États-Unis, vous avez aussi des États qui ont marqué une différence très nette avec les volontés de Trump, comme la Californie. Ça veut dire que, si je comprends bien, au-delà du politique et au-delà de la déclaration politique, il y a une base quand même, il y a une tendance qui n'est pas remise en cause sur le durable. Si on regarde à l'échelle mondiale, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui ? Je pense que l'élan économique surpassera largement les ambitions politiques de Trump. Et encore une fois, Trump est élu pour 4 ans. La tendance de décarbonation, elle est sur plusieurs décennies. Beaucoup de sociétés et de gouvernements ont des ambitions net zéro d'ici 2050. Donc on va avoir un ralentissement sûrement pendant 4 ans, mais ça ne change pas la tendance très long terme qui est en place. Quel impact pour les investisseurs particuliers ? Est-ce qu'il faut regarder avec encore plus de précision leurs investissements ? Est-ce qu'il faut freiner un petit peu pendant 4 ans ? Est-ce qu'il faut au contraire redoubler d'engagement sur ces sujets pour contrebalancer la politique des États-Unis ? C'est une très bonne question. Le cadre gouvernemental sera très clairement moins important et moins solide, notamment sur les sociétés américaines. Donc il va falloir doubler de vigilance et transférer la responsabilité complètement sur le privé, et donc les entreprises. Et donc ça va être un travail M&G Investment, tous les gérants d'actifs, de bien communiquer le plus clairement possible, d'offrir de la mesurabilité sur ces sujets-là aussi, pour pouvoir donner de la confiance aux investisseurs et notamment aux particuliers qui ont envie pour la grande majorité d'entre eux, et bien juste de continuer cette trajectoire durable dans le temps. Donc, moralité, renseignez-vous plus que jamais quand vous faites de l'investissement durable, puisqu'effectivement, le cadre politique ne fera pas tout en 2025, 2026 ou 2027. Non, et d'ailleurs, on le voit dans la pratique. Chez M&G Investment, on a des stratégies sur les accords de Paris, des fonds actions, un fonds Europe, un fonds global. Et très clairement, depuis même l'élection de Trump, on n'a jamais eu autant de demandes sur ces stratégies-là. D'accord. Alors, évidemment, elles fonctionnent en termes de performance, ça reste le nerf de la guerre. Bien sûr. Mais on n'a jamais eu autant de demandes de clients, que ce soit des institutions publiques, par des appels d'offres, nos partenaires bancaires, assureurs. Donc, en Europe, je pense que la trajectoire durable, les enjeux climatiques restent très fortement inscrits dans la croissance future.
Merci beaucoup Kelly Hébert de nous avoir accompagnés dans donc Investir responsable. Je rappelle que vous êtes directrice générale France mais aussi Belux et responsable mondial du développement de l'offre durable chez M&G Investment. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine.